Assalamu alaikum. Bonjour. Dans cette séance, je vais continuer à donner la solution de cet examen de l'année 2017-2018 où j'enseignais le module d'analyse fonctionnelle pour les sections sciences mathématiques de la faculté de sciences d'Oujda. Alors, je donne aujourd'hui la deuxième partie de la solution de cet examen. Alors, je vous rappelle l'énoncé général que j'ai posté il y a quelques jours. Voici cet énoncé. Alors, nous avons déjà corrigé l'exercice numéro 1 que vous voyez ici. Première partie. Ensuite, deuxième partie. Nous intéresse dans l'exercice numéro 2 que nous allons corriger aujourd'hui. L'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3. Voilà ce que nous avons fait donc la première fois, la première séance. C'était l'exercice numéro 1. Alors maintenant, nous allons voir aujourd'hui les solutions des exercices 2 et 3 que vous voyez ici. Alors d'abord, cet exercice 2. C'est un exercice où il y a une question du cours énoncée, donner un énoncé complet du théorème de la projection orthogonale. Moi, dans le cours, j'ai fait le théorème de la projection orthogonale, le cours sur les espaces de Hilbert, et j'ai donné le théorème de la projection orthogonale avec des propriétés qui sont liées à ce théorème. Donc, j'ai donné un théorème assez complet. Alors, j'ai demandé à mes étudiants juste d'énoncer ce théorème, parce que il va servir, par exemple, pour faire la deuxième question, pour donner un exemple d'un espace de Hilbert et d'un sous-espace vectoriel de H qui ne vérifie pas ces deux égalités. D'abord, voyons l'énoncé du théorème de la projection orthogonale. Voilà l'énoncé complet dont vous voyez plusieurs propriétés. En général, le théorème de la projection orthogonale, souvent, il donne juste la première question et peut-être même pas la première propriété, la deuxième propriété, et puis après, ça, ce sont des corollaires. Bon, alors, si on a un espace vrai hilbertien et F un sous-espace vectoriel complet dans E, alors on a les propriétés suivantes. C'est-à-dire que ces propriétés sont vraies. Pour tout x dans E, il existe un x bar, donc, qui dépend de x, bon, on appelle x bar pour l'instant, tel que la distance de x à f est réalisée avec ce point, c'est-à-dire norme de x moins x bar, la norme dans f, est égale à la distance de x à f, qui est, comme vous le savez, c'est l'inf des distances de x moins y, des normes de x moins y lorsque y parcourt l'espace, le sous-espace f tout entier. Alors ce point unique, comme vous voyez, c'est la projection orthogonale de x sur f. Et il vérifie cette propriété très intéressante. Elle résout pas mal de questions, surtout ici par exemple. C'est que ce x bar est le seul point qui réalise x moins y orthogonal à f. C'est-à-dire x moins x bar est orthogonal à f et il n'y a pas d'autre point qui réalise cette propriété. Il n'y a pas d'autre point y qui vérifie ça, sauf ce point-là, la projection orthogonale de x sur f. Troisième propriété, la projection, donc à chaque x, on associe un élément x bar. Nous allons appeler cet x bar pf de x. Et donc, ainsi, on a une application de E sur f. Je dis bien sur f parce qu'elle est surjective. Alors, cette application est linéaire, continue de norme 1. De norme 1 si f est différent de 0. Si f égale 0, c'est trivial, c'est l'application nulle, donc on n'a pas la norme 1. Si f est différent de 0, elle est de norme 1. Et le noyau de cette application, la projection orthogonale sur f, est
F orthogonal. Et quatrième propriété, E s'écrit F plus F orthogonal, somme directe topologique. Autrement dit, les projections de x sur f, c'est Pf de x, et la projection sur f orthogonale, nous avons vu dans la démonstration que c'est x moins Pf de x. Et elles sont toutes les deux continues, puisque Pf de x et Pf est continu. Cinquième propriété, f égale f orthogonal orthogonal. Attention, en général, on n'a pas ça. Dans le cas où f réalise ces propriétés-là, f est un sous-espace complet, dans E, alors on a cette propriété. Remarquez que si E est un Hilbert, ce qui n'est pas ici exigé, f complet peut être résumé par f fermé dans E. Voilà. Voilà donc l'énoncé complet du théorème de la projection. Revenons maintenant pour voir la deuxième question. Alors la deuxième question nous demande de donner un Hilbert H et un sous-espace F de H tel que ses propriétés ne sont pas réalisées. Bon, en regardant le théorème de la projection orthogonale, vous voyez que si vous cherchez un exemple comme il est demandé, un exemple H par exemple, et vous prenez F, un sous-espace de H. Si vous prenez f fermé, alors il est complet. Donc cette relation est réalisée et cette relation est réalisée. Vous aurez h égale f plus f orthogonal et f égale f orthogonal orthogonal. Donc, si vous cherchez un exemple, prenez f non fermé dans un Hilbert. Et d'après le cours que nous avons vu, les travaux dirigés, lorsque j'ai enseigné ce module, et d'ailleurs même sur cette chaîne, on a plusieurs fois parlé de l'espace L2 des suites, qui est un espace étalon, puisque nous avons vu que tous les espaces de Hilbert séparables sont isomorphes à cet espace L2. Et dans cet espace, nous avons un sous-espace vectoriel qui n'est pas fermé. C'est l'espace C00 que nous avons vu dans l'exercice 1. Je vous rappelle l'exercice 1. Qu'est-ce qu'on a vu à propos de C00 et L2? Dans l'exercice numéro 1, dans la partie B, nous avons vu que C00 est dense dans L2 minu de sa norme habituelle. Or, C00, c'est quoi? C'est l'espace des suites ayant un nombre fini de termes non nuls. C'est-à-dire, vous avez un nombre fini de termes non nuls et après que des zéros. Donc, C00 est manifestement différent de L2, qui est l'espace de toutes les suites de carrés sommables. Alors, comme il est dense dans L2, ça veut dire que son adhérence égale L2. Alors, elle n'est pas égale à C00. Son adhérence est différente de C00. Donc, il n'est pas fermé. Voilà un exemple. Alors, voyons, est-ce qu'il vérifie ces propriétés-là? Mais nous avons vu qu'il est dense. Alors, maintenant, nous allons expliquer pourquoi. Si je prends H égale L2, qui est un Hilbert, et f égale C00, j'aurais répondu à la deuxième question. Revenons au texte initial. Donc, on cherche un espace de Hilbert et un sous-espace f de H qui ne vérifie pas ces propriétés-là. Bon, alors voilà ce que je viens de dire. Nous avons vu, après je parlerai de cette proposition, nous avons dit dans l'exercice 1, nous avons montré que C0 est dense dans L2. Bon, très bien. Donc, je vais prendre H égale L2. C'est un Hilbert. Et F égale C00. C'est un sous-espace de H. Bon, alors nous avons F orthogonal égale F bar orthogonal, l'adhérence de F orthogonal. Et puisque C00 est dense dans H, donc la fermeture de F, c'est H. Donc, c'est H orthogonal égale... Et H orthogonal, c'est quoi? C'est le singleton 0. Pourquoi? Parce que si un élément appartient à H orthogonal, il est orthogonal à tous les vecteurs. Donc, il est orthogonal à lui-même. Si vous l'appelez ce vecteur V, vous aurez VV égale 0. Ce qui veut dire V,
norme au carré égale 0, et donc V est nul. Donc H orthogonal, c'est 0, toujours comme ça. Bon, il y a cette égalité que vous voyez ici. D'où est-ce qu'elle vient, cette égalité? Eh bien, ça vient de cette propriété que nous avons vue dans le cours sur les espaces de Hilbert. Alors, si vous prenez un ensemble quelconque dans E, si je note le sous-espace engendré par S par cette notation, alors vous avez l'orthogonale de S est égale à l'orthogonale de l'espace engendré par S est égale à la fermeture de l'espace engendré par S. Ici, vous ne voyez pas cette étape parce que F est lui-même un sous-espace vectoriel. Donc, si je mets ici F entre crochets, c'est lui-même. Si S est un sous-espace vectoriel, l'espace engendré par S, c'est S lui-même. Donc, vous avez ça, nous avons utilisé ceci est égal à ça. Et puisque entre crochets, là, c'est S lui-même, c'est F. Bon, voilà, donc nous avons ceci. Et F bar, j'ai dit que c'est H parce que nous avons montré que c'est 0, 0 et dense dans L2. Donc nous avons ça. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé ceci. Que l'orthogonale de F, c'est le 5 de temps 0. Appliquez l'orthogonale une deuxième fois. Vous aurez l'orthogonale de F est égale à l'orthogonale de 0. Et l'orthogonale de 0, c'est quoi? C'est H. Parce que tous les vecteurs sont orthogonaux à 0. C'est-à-dire, si vous prenez le produit scalaire 0 avec x quelconque de H, vous trouvez évidemment 0. Et donc, voilà, nous avons trouvé que l'orthogonale de l'orthogonale est égal à H. Et donc, il est différent de F. Pourquoi il est différent de F? Parce que ici, c'est 0, 0, c'est F. Et je viens de dire tout à l'heure que c'est 0, 0 n'est pas égal à H. Donc, il est différent. Autre chose, si je fais F plus F orthogonale, cette somme, je remplace F orthogonale par 0, donc c'est F plus 0. Et F plus 0, c'est F. C'est différent de H. Toujours parce que C 0, 0, que j'ai appelé F, n'est pas égal à l'espace L2. C0, 0, c'est les suites stationnaires, c'est-à-dire nulles à partir d'un certain rang, ayant un nombre fini de termes non nuls. Or que H contient des éléments qui ne sont, dont tous les termes sont non nuls. Par exemple, la suite 1 sur n, n appartenant à n. Elle est bien de carré sommable puisque sigma de 1 sur n2 converge. Donc nous avons cet exemple satisfait les propriétés requises. Tout ça, donc, termine l'exercice numéro 1. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 2. Alors, dans cet exercice que j'ai donné dans un examen, c'est un exercice qui était une proposition, un corollaire du cours. Je me rappelle que c'était un corollaire issu de la démonstration de l'inégalité de Bessel. Et je l'ai même énoncé, donc il suffit juste de refaire cette démonstration. Rarement je donne dans mes exercices. D'ailleurs, ces exercices que je pose ici, je les construis moi-même. À partir d'une idée, je développe un exercice. Là, je donne un exercice comme ça. Je l'ai donné déjà comme corollaire, démontré dans la démonstration de l'inégalité de Bessel. Alors, qu'est-ce que je demande ici? Si G est un sous-espace vectoriel dans un espace pré-hilbertien, s'il est engendré par une famille orthonormale, fini. Question, quelle est la dimension de G? Bon, je crois que dans la démonstration, j'ai parlé dans la remarque de la dimension de G. Alors, oralement, sans l'écrire. Bon, vous avez une famille orthonormale. Dans le cours des espaces de Hilbert, lorsqu'on a parlé des familles orthogonales, nous avons dit que toute famille orthogonale est libre. Ici, elle est orthonormale. Elle est orthogonale et chaque vecteur est de norme 1. Donc, c'est un système libre. Et puis, par définition, G est engendré par ce système, qui est donc libre parce que c'est orthogonal, alors c'est une base. Et donc, la dimension de G, c'est quoi? C'est petit m. À la question, oralement. D'accord? Bon. Alors, la deuxième question qui est intéressante,
c'est de trouver exactement l'expression de la projection orthogonale qui est cette formule. La projection orthogonale. Alors d'abord, on peut parler de projection orthogonale. E est hilbertien. Qu'est-ce qu'il faut pour appliquer le théorème de la projection orthogonale? Il faut que G soit complet. Or, G est de dimension finie parce qu'il est de dimension M. Alors, il est de dimension finie. Donc, complet, on peut parler de projection orthogonale. La deuxième question nous demande de trouver explicitement cette forme de la projection orthogonale d'un point X quelconque. Bon, nous allons voir la solution de la deuxième question puisque la première, on l'a faite oralement. Alors en fait, ce que j'ai écrit oralement, une famille orthonormale est toujours libre. On en déduit que M est une base parce que par définition, elle engendre G et puisqu'elle est libre, donc elle est une base ayant M éléments, dimension de G égale 1. En fait, j'ai répondu à la première question dans la deuxième question, comme on remarque. Bon, maintenant, je cherche la projection orthogonale. Je prends un X quelconque dans E. Puisqu'il est dans G, et je viens de voir que dimension de G égale M, ça, je l'ai ajouté comme question simplement pour que les gens vont chercher combien de composantes lambda 1, lambda 2, lambda M. Puisque la projection sur G appartient à G, donc naturellement, elle va s'écrire comme ça. Avec ici, j'aurais écrire lambda I de X. Mais pour ne pas compliquer les notations, je n'ai pas mis ça. Les lambda I, ils vont dépendre de ce X. D'ailleurs, on va le voir sur le résultat final. Tout ce qui reste à faire, c'est de trouver ces lambda I pour avoir l'expression. Et j'ai mis de 1 jusqu'à M parce que j'ai de dimension petit m. Très bien. Alors, la deuxième propriété du théorème de la projection orthogonale, rappelez-vous, me dit que X moins la projection orthogonale, que j'ai noté au départ X bar, est orthogonale à G. Ici, G, c'est l'espace sur lequel on projette. X moins X bar est orthogonale à G, ou je l'appelle plus X bar, mais on l'appelle PG de X ici. Elle est orthogonale à G. Bon, c'est pas la peine que je revienne en arrière pour que vous puissiez regarder le point numéro 3 dans le théorème de la projection orthogonale, le point numéro 3, numéro 2, je sais pas, on va revenir en arrière pour voir ça. Ah, c'est le point numéro 2. Alors, X moins, alors, X bar est le seul point qui vérifie X moins Y orthogonal. Donc, X moins X bar, ou si vous voulez ici, X moins PG de X est orthogonal à G, puisque ici, c'est G sur lequel on projette. Voilà, donc c'est le point numéro 2. Voilà, d'accord? Bien, donc, nous avons ceci. Alors, écrivons ça. Ça veut dire que X moins PG de X est orthogonal à tous les éléments de G. Or, parmi les éléments de G, il y a les éléments de la base. Donc, c'est orthogonal à tout élément UK, lorsque K varie de 1 à M. Bien, PG de X, je l'ai écrit au départ comme ça. Je ne sais pas quels sont les composants de lambda I, comme ça. Alors, je vais remplacer ici PG de X par son écriture. Ou plutôt avant, ça je vais, par la linéarité du produit scalaire à droite, c'est X produit scalaire avec UK, moins PG de X produit scalaire avec UK. Mais PG de X, je peux le remplacer par sa valeur. Et puis, grâce à la linéarité, je vais sortir les lambda I du produit scalaire, parce que ce sont des scalaires. Ils sortent tels quels, lambda I. Par contre, s'ils étaient à gauche, ils vont sortir lambda I bar, le conjugué. Mais ils sont tous à droite, vous voyez, à droite de ce produit scalaire. Donc, vont sortir sigma des lambda I. Et qu'est-ce qui va rester? Les UI, UK. I variant de 1 à M. Mais cette famille, elle est orthonormale, en particulier orthogonale. Donc, tous les UI, UK sont nuls, sauf lorsque I coïncide avec K. C'est le seul cas où nous avons... qu'est-ce que nous allons avoir pour I égale K? Nous allons avoir UK, UK qui est égal à 1, puisque c'est orthonormal. La norme de UK au carré, c'est 1. Donc, nous aurons... Tous les termes sont nuls, sauf pour I et K, où on aura lambda K fois 1. Et voilà, ceci vaut tout simplement lambda K.
pas plus. Alors finalement, ceci égale 0, donc j'aurais pu écrire au départ 0 égale à ça, linéarité, etc. Tout ça est nul parce que le I et UK sont nuls, sauf pour lorsque K coïncide avec I, et donc ça donne dans ce cas-là lambda K, UK, ce qui est un voilà. Et donc là, on voit que lambda K égale à X, UK. Et pourquoi? C'est pourquoi je remplace lambda I par ça. Vous voyez bien que ce lambda K, il dépend de X. Je vous ai dit que c'est une fonction de X, mais pour ne pas compliquer, je l'ai laissé tel quel lambda I. Voilà l'expression exacte de la projection orthogonale. Ça, vous pouvez le prendre comme un théorème. Si une famille finie, si vous projetez, vous êtes dans un espace pré-hilbertien, vous projetez sur le sous-espace engendré par cette famille, alors l'écriture est unique. C'est comme ça que la projection orthogonale se présente. Alors, je vous dis merci de votre attention. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il reste encore un exercice que nous allons corriger la prochaine fois. Inch'Allah, voilà l'exercice numéro 4. Norme dans C1, etc. Un autre opérateur formé par l'opérateur de dérivation, l'opérateur d'antique. Puis nous aurons à étudier une forme linéaire sur F, qui est l'espace des fonctions de classe C. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Au revoir.